Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour à tous les pandas. Alors, on va se retrouver cette saison pour une nouvelle série. Alors, on en a un peu parlé avec Benoît. On voulait mettre cette saison placer sous le thème de l'humain. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais l'idée c'est essayer d'être un peu moins technique sur les techniques liées à l'agilité, mais plus sur l'humain et donc l'impact de ces techniques, de ce framework ou de ces frameworks sur l'humain et l'avoir d'un point de vue empathique. Donc c'est pour ça qu'on va lancer une série qui j'espère va vous intéresser, qu'on a appelé « C'est quoi la diff ?» L'idée, travailler sur des différences qui en théorie n'existent pas, mais qui sont largement répandues dans notre environnement. Par exemple, c'est quoi la diff entre un chef de projet et un Scrum Master ? C'est quoi la diff entre un MOA, une maîtrise d'ouvrage, et un Product Owner, etc. Et en fait, en faisant ce travail avec Benoît, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines confusions que finalement on peut comprendre, mais qu'il y a des petites nuances qui fait qu'on ne devrait pas différencier ces rôles. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot dessus, Benoît ? Ouais. Oui, j'aimerais bien ajouter simplement le fait qu'on n'est pas forcément ici pour ni donner des leçons, ni dire qu'on a toutes les vérités. On est justement ici dans ce nouveau format de podcast pour donner des clés de lecture, donner aussi nos différents points de vue. Mais voilà, tout simplement essayer de donner notre vue sur les sujets. On ne sera pas tout le temps d'accord et c'est justement aussi pour ça que c'est intéressant. Mais voilà, simplement discuter ouvertement de ces sujets-là qui sont importants et je pense qu'ils doivent être mis sur la table à un moment ou à un autre. Yes. Alors, ce premier épisode, on va faire un épisode introductif qu'on pourrait intituler L'agile n'est pas la panacée. L'idée, c'est l'idée principale, comme vient de vous le dire Benoît. On n'est pas là pour dire que l'agile est la réponse à tout. Je pense que pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, le message est bien ancré, mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a des cas dans lesquels c'est pertinent de faire de l'agilité et des cas où surtout il ne faut pas faire de l'agilité. Et dans la plus grande partie, plutôt avoir des méthodes traditionnelles comme le cycle en V. Ce qu'on veut aussi dire, c'est que l'agilité, c'est pas l'apanage des DSI, donc des directions du système d'information. Aujourd'hui, on a tendance à penser que l'agilité, c'est un truc réservé que à l'IT. Une déviance que vous voyez tous, on vous parle tous d'un terme qui personnellement m'horripile, qui est la transformation digitale, en dehors que ça n'a pas de sens en français et dans les faits. Ce que ça provoque, c'est que souvent dans les organisations, il y a un comportement qui est, on pense que c'est la DSI qui va tout porter, en fait, qui va tout faire. Et on oublie ce côté, cette approche systémique et le côté transverse d'une transformation. On va dire que ça, c'est l'idée principale. Ouais, ce qu'on peut aussi ajouter, effectivement, c'est que l'agilité, on va dire, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, mais tellement que l'agilité, c'est devenu un terme à la mode. Un terme, une méthodologie, une façon de penser assez à la mode. Il faut faire de l'agile, quoi. Ouais, il faut faire de l'agile, sinon on n'est pas bon, il faut faire comme les autres. Et c'est vrai que personnellement, et je pense que beaucoup de personnes aussi qui nous écoutent l'ont vécu, souvent on est dans des projets qui s'organisent en mode agile, et là je mets volontairement des guillemets, mais sans vraiment savoir pourquoi, ou vraiment juste parce que voilà, ils disent qu'ils veulent faire de l'agilité. Alors dans ces projets-là, on voit des daily scrum, on voit des rétrospectives, mais au final on met juste en place des cérémonies agiles sans vraiment savoir pourquoi on veut faire de l'agile et quels sont les gains espérés. Et je pense que c'est vraiment cette première question qu'il faut se poser, parce que comme tu le disais en introduction, nous, on n'est pas du tout là pour opposer, enfin si, on oppose cycle en V et agilité, mais on n'est pas du tout là pour dire il faut à tout prix partir sur de l'agilité, peu importe le contexte, peu importe l'objectif de l'organisation, peu importe ce qu'on souhaite tirer de cette organisation-là. Et je pense que cette première question,
elle est pourtant très simple, hein. Pourquoi je pars ou pas en mode agile ou en mode waterfall? Les gens, ça se pose pas tout le temps. Peut-être parce qu'ils savent pas aussi ce qu'on peut espérer gagner en Mm. partant sur de l'agilité versus, on va dire, un mode de projet plutôt classique. Donc bah, finalement, bon, spoiler alerte, le gain principal en fait, pourquoi on va faire de l'agile, c'est principalement pour améliorer le time to market. Donc le time to market, c'est le délai avec lequel on est capable de mettre un produit ou service en place sur le marché. Et a priori, l'important, c'est qu'il soit le plus court possible. Le plus court à la fois pour répondre aux besoins des utilisateurs, des clients finaux, mais surtout pour devancer la concurrence. Si je traite l'inverse, ça veut dire que si vous travaillez sur un produit ou service où le time to market n'est pas nécessaire, on va évoquer des cas d'usage plus tard, pourquoi faire de l'agilité? C'est-à-dire, est-ce que ça va être bénéfique? Est-ce que ça va être bien fait? Donc, il faut se poser la question. Après, on parlera peut-être de systèmes un peu hybrides, que tu décrivais un peu, Benoît, tout Ouais. à l'heure, qui est, en fait, je fais du V, mais je vais quand même importer des cérémonies agiles, etc. C'est possible, mais c'est quand même très compliqué, Mmh. parce que les termes ne sont... Alors, les termes peuvent être les mêmes, mais n'ont pas du tout la même portée. Et c'est ce qui va créer la confusion, donc on va essayer de rentrer dans le détail là-dessus. Et enfin, pourquoi on fait de l'agile? C'est que l'agilité est pertinent dans l'innovation. Mmh. Donc, pareil, autre terme galvaudé, l'innovation, ça veut dire qu'on travaille sur quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on est en train de développer. Mmh. A Ouais, donc contrario, quand on fait du cycle en V, ça ne veut pas dire qu'on fait pas de l'innovation avec du V, mais même quand on fait de l'innovation avec du cycle en V, on a une idée assez presque précise de ce qu'on va faire. On sait qu'on va dérouler un plan sur une durée mmh. déterminée avec des ressources déterminées. Et finalement, Ouais, on va ouais, faire en puis sorte de suivre ce plan et de le respecter au maximum pour arriver à ça. cet objectif prédéterminé. Ouais. Sur l'agilité, je vous renvoie à mon exemple de la chaise longue. Je crois que c'était dans notre premier podcast Culture et Mindset. En fait, à la base, on ne sait pas qu'on va faire une chaise longue complète. Voilà, c'est ce que vous Mmh. devez essayer de transposer dans vos cas d'usage. Et puis surtout, Anthony, c'est vrai que l'innovation est très liée au premier point que tu as mis en avant, au time to market aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, et on va en parler, hein, mais dans le monde dans lequel on vit, être innovant, savoir proposer quelque chose de disruptif sur le marché et le plus tôt possible, ça va être aussi quelque chose qui va permettre de donner un avantage compétitif. Et c'est vrai que ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, si on a envie d'être innovant, et c'est exactement ce que tu viens de décrire, Anthony, c'est beaucoup plus simple, en étant organisé en mode agile, en étant sur des cycles itératifs courts, en ayant des boucles de feedback, et cetera, pour mettre rapidement sur le marché et du coup être disruptif et être compétitif, qu'être en waterfall. Voilà, c'est aussi pour ça que ça fait partie des gains espérés Mm. avec l'agilité. Et justement, je parlais de ce monde qui change. Euh, on va parler de plus en plus d'un monde qui est VUCA, Mm. VUCA, VUCA, pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Et en fait, ces quatre termes veulent bien euh, exprimer quel est le monde en fait professionnel, on va dire, puis même le monde globalement dans lequel on vit. Mm. Il y a un monde dans lequel tout va plus vite, dans lequel la demande change rapidement. Le client veut aussi des choses très différentes et de manière très rapide. Et il est peut-être moins enclin à attendre avant d'avoir son produit que quand on était dans un C'est cycle en ça. V où on faisait nos cahiers des charges et on livrait quelques Ah, mois, années après. alors du coup, avant de rentrer dans le monde VUCA et finalement répondre à une question qu'on va traiter, qui est finalement comment je choisis ma manière de travailler, c'est aussi une chose importante que vous ayez en tête, c'est si on se pose la question de pourquoi on va utiliser l'agilité, le cycle en V ou éventuellement une autre approche, c'est que quand on parle d'agilité, ce que vous disent pas les ESN, c'est que l'agilité coûte plus cher. Sur un même projet, que vous le fassiez en V ou en agilité, vous vous rendrez compte que le projet vous coûtera plus cher en agilité. Pourquoi? Parce que déjà, c'est expérimental, incrémental, donc potentiellement, il peut prendre plus de temps. Mais c'est surtout que vous avez des profils en plus
par rapport à ce que vous aviez sur des approches de travail traditionnelles. Donc vu qu'il y a un coût qui est un peu supérieur, alors certes, pendant un développement agile, la rentabilité peut arriver pendant la phase de développement, Ouais, ce qui ça, n'est c'est pas important. du tout le Ouais. cas dans le V, mais c'est ce choix, en fait, il est important aussi parce qu'il y a un impact sur les coûts. Donc c'est pas juste une question philosophique de faut faire ci ou ça, c'est que vous avez aussi une notion budgétaire qui est importante, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez sur un petit projet d'une petite start-up avec peut-être un sujet qui va être révolutionnaire, ou que vous soyez le gros mastodonte du CAC, en fait, tout le monde aura cette approche budgétaire. Donc c'est pour ça que dès le démarrage, et Benoît va commencer à répondre à la question, c'est comment je choisis ma manière de travailler. Donc la première question, c'est finalement, est-ce que j'ai besoin de répondre à un enjeu de mise en marché qui doit être rapide, auquel je dois répondre, et surtout, est-ce que je peux avoir la main sur le fait de mettre ce produit-service rapidement ou non. Exactement. Et tu vois, tu le disais, si je décide dès le début d'être customer centric, on va dire, de faire tout pour satisfaire le besoin et répondre aux besoins de mon client, bah, en fait, oui, effectivement, je vais certainement partir vers de l'agilité. Pourquoi? Parce que oui, le waterfall, c'est, comme tu l'as dit, c'est agréable, je maîtrise mes coûts, mais bah, comme je maîtrise mes coûts et que j'ai un périmètre assez défini, je risque aussi de ne pas livrer finalement le bon produit au bon moment. L'agile, derrière, bah, je vais peut-être plus décider d'être expérimental ou d'aller chercher ce qui va plaire à mon client. Mais effectivement, ça va peut-être me coûter plus cher. Donc oui, effectivement, tu l'as dit, une des premières choses à prendre en compte, c'est bah voilà, est-ce que j'ai cet impératif d'aller vite sur le marché, donc d'être disruptif, on l'a déjà dit. Est-ce que je veux aussi tout mettre sur mon client et la réponse à son besoin? Bah là, effectivement, oui, je vais beaucoup plus partir sur de l'agilité parce que, encore une fois, ça me permet d'explorer, de livrer rapidement et d'avoir surtout cette boucle de feedback rapide qui me permet de me dire et de me jauger, allez, ce que j'ai livré sur le marché, à quel point ça correspond aux attentes de mes clients et si ça ne correspond pas, bah, comment je peux vite pivoter. Je suis pas dans un cycle waterfall beaucoup plus long qui bah, finalement a beaucoup d'inertie et qui me permet pas trop de revenir en arrière. Donc ça, je pense pour moi que c'est la principale question à se poser, une des principales raisons pour aller vers de l'agile, et non pas se dire je vais vers de l'agile parce que je vais gagner en productivité. Enfin, ça c'est faux, c'est des fausses raisons. On peut être très productif en waterfall et en agile, mais la productivité, c'est pas une des raisons pour aller en agilité. C'est des Alors vraies raisons marché. Du coup, je vais me réhabiller en intervieweur parce que tu as commencé à parler du monde VUCA, donc Oui, tu vas-y. l'as défini, donc volatile, incertain, complexe, ambigu. Mm. Ce serait intéressant qu'on développe Ouais, c'est la quatre. définition de chacun de ces termes parce que il y en a qui, prime abord, peuvent être assez proches et je pense qu'il y a des nuances Ouais. qui sont vraiment essentielles. Ouais. Bah donc effectivement, tu as raison. Le premier, c'est peut-être un des plus simples à comprendre. La volatilité, en fait, c'est surtout lié à notre client, à notre marché. C'est le fait que le client a le choix et puisse très facilement euh, Changer de... partir, ouais, voilà, enfin s'en aller ou aller à la concurrence. Et c'est vraiment voilà cette volatilité du client qui fait que bah ça va être très important pour nous et stratégique d'être capable de lui proposer le bon produit. Plus le client est volatile, plus la solution sur laquelle on est, par exemple, si je sais pas, si je suis sur une appli de streaming audio, aujourd'hui, c'est quand même assez concurrentiel, ou de streaming vidéo, bah, effectivement, si je ne réponds pas rapidement avec une nouvelle fonctionnalité aux besoins du client, eh ben, il risque, pour un même service, ouais, d'aller chez un concurrent. Donc, c'est vrai que voilà, la volatilité, c'est quand même assez simple à appréhender. comprendre. Ouais. L'incertitude, bon, c'est vraiment lié au contexte du marché. Quel est mon degré de certitude par rapport en fait à ce contexte marché-là? Le marché sur lequel je suis, le produit que je vends, à quel point je connais bien mon marché, à quel point c'est quelque chose de connu et de certain. Est-ce que c'est un marché émergent, sur lequel j'ai peu d'informations et sur lequel je ne vais pas forcément savoir comment les clients vont réagir? Ou est-ce que c'est quelque chose, un marché qui est assez, entre guillemets, connu,
anciens, mais encore une fois avec des guillemets, et surtout dont je connais bien les codes et les réactions. Donc voilà, ce degré d'incertitude est assez important également. Je sais pas si tu veux que je continue, si tu veux, pourquoi pas faire les deux suivants, Non, Anthony. Je peux continuer? non, je vais continuer. Ah, vas-y. Complexe. Alors, j'ai un peu englobé les deux parce qu'il y a complexe et ambigu. Donc, on peut les rapprocher, mais en fait, il faut surtout pas le faire. Donc, complexe, c'est par exemple, pour le développement de ce produit ou service au sein de votre organisation, plus vous faites travailler de directions différentes et beaucoup d'interlocuteurs, qui soient internes ou externes, vous créez un environnement complexe. Donc typiquement, si dans votre projet, vous devez faire travailler 4-5 directions qui chacun envoie 3-4 types de profils différents, bah, vous voyez tout de suite que ça fait beaucoup d'acteurs. Et la problématique, quand il y a beaucoup d'acteurs, même si c'est salutaire, parce qu'il y aura beaucoup d'idées, etc., c'est juste que ces gens-là ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire que chacun va jargonner, et parfois un terme pour une direction n'a pas la même définition dans une autre. Donc en fait, plus vous mettez d'acteurs, plus votre sujet il est complexe. Et donc plus vous êtes dans le cadre d'un monde VUCA. Ça peut être aussi, et cette approche est plus simple à comprendre, c'est si vous êtes dans un produit ou service qui nécessite de l'ultra-expertise, donc qui par définition c'est extrêmement pointu et extrêmement rare. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Dans les faits, il n'y a pas tant de monde que ça qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui est capable de le déployer. Donc, si vous travaillez sur un sujet IA, ça va être complexe parce que les ressources sont rares, mais aussi la technologie est récente et donc complexe, puisque moins connue. Et enfin, il y a le ambigu. Ambigu, on va le retrouver sur des marchés qui sont peu matures, voire émergents. J'ai eu une petite discussion récemment sur LinkedIn, alors peut-être certains l'ont vu, mais dans un monde ambigu, par exemple, vous avez une société qui s'appelle iRobot, qui aujourd'hui est très connue pour développer des robots dits intelligents. Faut savoir qu'à la base, cette société, elle faisait des robots pour nettoyer les piscines. Puis après, elle est partie plus dans le militaire et la défense. Et depuis une petite dizaine d'années, s'est réorientée vers les robots ménagers. Typiquement, pour cette société, ils étaient en plein monde VUCA, parce qu'en plus, ils faisaient un switch produit et donc marché, qui était assez fort pour eux. Ah, c'est un super exemple, effectivement. Je pense que ça permet de bien voir ce que c'est que cette ambiguïté, quoi. Alors, du coup, ouais, vas-y. Non, j'allais te poser la question, non pas vraiment, parce que c'est une question à laquelle je vais répondre en même temps, mais là on a parlé de VUCA, effectivement je pense que c'est super important de comprendre ce que ça veut dire et de bien comprendre que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais je pense qu'une question qui vient naturellement et à laquelle on va vite répondre, c'est ok, comment je sais aussi, est-ce qu'il y a des contextes sur lesquels je peux tout de suite dire que je ne suis pas forcément VUCA. Ouais, le non-VUCA, quoi. Voilà, l'inverse. Le non-VUCA. Et c'est vrai que moi, j'en ai un premier en tête, parce que je l'ai vécu personnellement à plusieurs reprises. C'est des projets, par exemple, de migration. Migration d'une application vers une autre, d'une version d'une application vers une autre. Je l'ai vécu notamment sur deux projets où on adressait du progiciel, d'accord, donc des très grosses choses et des très gros projets, que ce soit sur de l'ERP ou du PLM par exemple. Et ce genre de projet, en théorie, on connaît bien pratiquement toutes les étapes. On connaît bien l'effort aussi qu'on doit fournir, parce que voilà, un effort de migration, il est quand même en général assez connu. On a peu d'incertitudes, on sait ce qu'on doit faire, on connaît la séquence des tâches. Et on a en général une deadline en plus qui est très forte. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit en introduction. C'est la fameuse date politique. Exactement. Quand on a des deadlines très fortes, il vaut mieux connaître un peu tout ce qu'on doit faire en amont. Il vaut mieux éviter l'agile.
exactement, c'est typiquement le genre de projet qui est vraiment bien fait pour du waterfall. Bon, Mm. évidemment, les 2 exemples que moi j'ai vécu, on est parti en agile. Mais c'est pas C'est on n'est bien, pas forcément là pour parler de ça, tu suis tes mais préceptes, c'est bien. non, bah, moi j'ai décidé de rien à l'époque, mais c'est vrai que c'était frustrant pour plein de raisons. Et d'ailleurs, on pourra, s'il y a des gens qui sont intéressés, parler aussi de qu'est-ce qui était frustrant et qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que Mm. c'est bien de critiquer, mais je pense que c'est bien de faire l'analyse. Mais normalement, un projet de migration, on a toutes les clés pour partir sur du cycle en V classique, parce qu'on maîtrise beaucoup de choses quand même. En fait, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, parce que là, on parle finalement d'hybride, parce qu'en Oui, fait, tu as un contexte et un objectif mm, projet qui avait tout pour être sur du waterfall. c'est ça. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus efficace en waterfall et moins Mm, cher en waterfall. mm, Et du coup, on a mis de l'agilité. Alors, ouais, il peut quand même y avoir pour une bonne et une mauvaise raison, à mon sens. Une mauvaise raison, c'est on veut être à la mode, on veut faire comme tout le monde, donc on veut faire de l'agilité parce que je veux des talents, etc., etc. Je pense que c'est une mauvaise approche parce que vos talents, ils sont pas idiots. S'ils viennent, vous leur dites vous faites l'agile et dans les faits, ça le fait pas, bah vous allez perdre ce talent. Enfin, alors non seulement vous allez perdre ce talent, mais en plus, il va dégoûter ses connaissances pour dire ouais, surtout va pas dans cette boîte, ils font n'importe quoi. Donc en fait, au lieu d'accepter de perdre un talent, vous allez en perdre beaucoup ouais, plus. potentiellement beaucoup. Ouais. Euh, En revanche, il peut y avoir une bonne raison qui est je veux intégrer des nouvelles approches managériales. En fait, je veux tester l'agile et je veux le faire sur un contexte que je maîtrise plus ou moins. Donc ça, l'intention est noble, mais comme on vous l'a dit en introduction, c'est si vous faites de l'hybride, c'est très compliqué. Il faut veiller à ce que les gens Mm, parlent le même langage, qu'un mot mm, a la même définition pour tout le monde. Donc il faut mettre en place un glossaire. Et un ouais. glossaire, même s'il existe, personne le consulte. Ça veut dire que vous devez le faire vivre et le faire incarner par tous les membres de vos équipes. Et le plus gros risque Donc ici, Anthony, c'est c'est super surtout dur. en fait les deadlines. Enfin, Mm. tu vois, moi je suis complètement d'accord avec l'exemple que tu as donné. Sauf que si tu as des deadlines très fortes, Mm. honnêtement, partir en agile, c'est compliqué parce qu'en fait, tu vas arriver dans tous les anti-patterns que tu n'as pas envie de voir. Exactement. C'est-à-dire que comme tu as une pression pour livrer à telle date, ben, tu vas avoir une pression sur tes estimations, tu vas avoir une pression sur ton engagement de Et puis sprint. t'es pas dans la logique de Et- incrémental. et- Exactement. Donc en fait, tu vas pousser pour faire un peu plus de choses parce que bah, c'est normal. Hein, tu as une deadline et tu as un contenu connu, un périmètre applicatif, dirons-nous si on est sur de l'IT, mais c'est juste pour l'exemple connu. Et donc, bah, forcément, on va arriver dans des comportements qu'on n'a pas envie de voir, mais c'est complètement logique. Mm. Donc voilà, le diagnostic est vite fait, effectivement. C'est sûr que si on arrive sur des comportements comme ça, bah, en fait, on bénéficiera pas des avantages de l'agilité. Et comme on sera pas 100% en waterfall, et ben, on n'aura pas aussi cette roadmap et cette visibilité qu'on a besoin d'avoir. Donc, Mm. en fait, on va rien prendre du meilleur des deux mondes et c'est un peu dommage. Yes. Et puis je vais finir sur aussi quelques exemples Ouais, vas-y. connus de non-VUCA. Par exemple, tout ce qui est lié réglementaire, donc compliance, réglementaire juridique. Un exemple, la RGPD. Alors même si la mise en application de la loi peut être retardée, mais dans les faits, vous avez un décret qui vous dit à telle date, cette loi va être Absolument. appliquée. Donc, vous devez tout faire pour respecter cette date. Donc, dans ce cas-là, l'agilité est moins pertinente car c'est dans un monde non VUCA. Et j'ai envie de terminer sur deux exemples, peut-être plus qui vont toucher tout le monde. Mais par exemple, la construction d'une maison, si vous faites construire un jour votre maison, bah, en fait, si vous voyez votre entrepreneur qui va commencer par le toit avant de couler les fondations, je pense que vous allez, même si vous êtes un agiliste convaincu, je pense que vous allez pas le suivre et vous allez pas être très content. Donc là, typiquement, on est dans un monde non VUCA. Et en fait, on voulait aussi vous citer deux derniers exemples avec Benoît parce que là, on a l'impression que quand vous montez une startup, une nouvelle compagnie, il faut forcément faire de l'agilité parce qu'on a forcément un time to market qu'on doit respecter, on doit être les meilleurs, les plus disruptifs, etc., etc. Bon, on a l'exemple de marques de mode, donc qu'on ne connaît pas. Hein, ceci n'est pas des placements de produits. On a Asphalt et For Life. Eux, ils ont pris le chemin complètement inverse. Ce qu'ils vont dire, c'est on a dessiné un produit, donc un vêtement, et on attend qu'il y ait des précommandes suffisamment importantes pour lancer la production et l'envoi auprès des clients. Donc finalement, vous êtes bien dans le cas d'une
d'une nouvelle entreprise qui ne veut pas répondre et qui veut essayer de maîtriser son time to market. Exactement. Alors après, on peut pinailler en disant oui, mais si c'est de la mode, il y a quand même une notion de saison. Enfin, je me doute qu'on va pas vendre des cols roulés en été, etc. Mais pour vous dire que c'est quand même possible, même pour des jeunes entreprises, de pas forcément partir dans de l'agilité. Ouais, c'est sûr, l'agilité n'est pas la réponse à tout. C'est ce qu'on voulait dire avec le titre de ce podcast. Et je pense que c'est une idée reçue qu'il faut casser d'emblée avant de parler de tous les autres sujets dans C'est quoi la diff, parce que je pense que même si ça paraît être évident pour nous et pour beaucoup d'agilistes, c'est pas souvent le cas. On part trop souvent sur l'agilité sans vraiment se poser la question. Donc voilà. Si on devait conclure, ce serait de Ouais, dire, faut pas réduire l'agilité au management visuel. ouais, surtout pas. Faut pas confondre agilité et lotissement plus fréquent dans un projet waterfall. Encore moins. Et c'est Même si on le veut surtout souvent. de se dire pourquoi je fais de l'agilité, c'est que j'ai un time to market qui est absolument nécessaire par rapport à mon produit et service. Et donc je rentre dans le développement d'un produit et service, entre guillemets, que je ne sais pas encore où je vais aller de manière précise. Est-ce que Benoît, tu veux ajouter quelque chose? Non, écoute, je pense qu'on est pas mal. Ouais. J'espère que ça va plaire aux gens. En tout cas, Mm. je pense que c'était important d'introduire tous ces sujets-là parce que c'est vraiment la base, pour le coup, de beaucoup d'autres discussions. Et je trouve surtout pour un podcast où on s'était mis un objectif de le faire en moins de 10 minutes, Efficace? on a encore été excellent. Mais j'espère que ces formats longs vous plaisent. Euh, on vous assure qu'on a la volonté de à chaque fois faire des formats courts, mais en fait, ça nous permet de pas être aussi précis dans les exemples. Et, en fait, c'est aussi la jeunesse de ce podcast, c'est qu'on en avait assez de la fast information. Tout est fast aujourd'hui, le fast food. Mais il y a même des fast fact-checking. Mm. L'idée, c'est de rentrer dans le détail et que vous compreniez ce qu'on veut dire, et puis on espère que vous trouvez que ça a un sens. Donc, on est désolé d'être un peu long, mais on pense que c'est aussi dans des vertus explicatives et narratives un peu plus poussées. Yes. Eh bien, merci à tous. Merci tout le monde. Passez une bonne semaine. Et la semaine prochaine, enfin le mois prochain, parce que maintenant c'est une fois par mois, on va vous livrer donc le premier épisode de C'est quoi la diff, où on vous parlera du chef de projet versus le Scrum Master. Beau programme. Merci tout le monde. Bonne semaine les pandas. Au revoir. Agis comme un panda.